Et rebonsoir tout le monde. Jonas nous a quittés, ça y est, il a pris son train, il nous abandonne après à peine 15 minutes d'émission, mais on a récupéré Augu. Et ça, c'est chouette. Je suis revenu de punition, ça va très bien. Oui, j'avais prévu des vannes pour le lancement, ils m'ont dit non, et pour être sûr que je les fasse pas, ils m'ont mis dehors. On a cassé un micro. C'est ça, ils ont cassé un micro exprès. Oui, moi je vais vous parler aujourd'hui d'un grand scandale politico-sanitaro-environnemental qui a éclaté mercredi dernier à l'occasion d'un très très bon reportage de la RTBF, de la cellule investigation de la RTBF, qui est parti sillonner les cours d'eau wallons à la recherche de PFAS. Alors mais dis-moi, Jamy. Qu'est-ce que les PFAS? Les PFAS, c'est un acronyme anglais pour un terme un peu barbare. Je vais mettre en PLS tous les orthophonistes. Alors, PFAS, ça vient de Polyfluoroalkylate Substances. Bon, retenez PFAS, en gros. Voilà. Ouais, c'est ça. On va appeler ça les PFAS. Apparemment, j'ai petit souci de micro. Il est un peu bloqué dans ma chaussure. Voilà, ça devrait être bon. Donc oui, de manière un peu plus simple, les PFAS sont des composants chimiques qu'on appelle communément des pollueurs éternels, pour la très bonne raison qu'ils mettent un temps infini, voire même ne se détériorent quasi pas du tout dans la nature. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont relâchés, c'est presque impossible de s'en débarrasser, et on les trouve absolument partout. Les PFAS, c'est un terme générique qui représente environ plusieurs milliers de composants chimiques, et on les trouve dans le maquillage, on les trouve dans les mousses à raser, on les trouve dans les post-it, on les trouve dans les emballages de nourriture, de fast-food, de cartons de pizza, on les trouve... Il n'y a pas même qu'une matière en fait, c'est même pas que le plastique ou le machin. Non, c'est vraiment, on l'utilise partout, on l'utilise même dans des trucs pour de manière très utile, c'est pas que des composants chimiques néfastes, hein. On trouve par exemple sur les scalpels pour les opérations chirurgicales, pour éviter que la chair ne colle trop au métal, on met des PFAS dessus pour éviter. Les poils pour cuisiner. C'est ça, sur les poils en téflon, il y avait un gros scandale, on en parlera peut-être s'il y en a dans le chat qui ont la ref, mais un gros scandale aux États-Unis qui s'appelait Darkwater, qui date de 2011, je crois, donc c'était Darkwater. Donc voilà. Mais ouais, en fait, c'est des composants chimiques qu'on retrouve partout, mousse, et surtout qu'on ne peut pas enlever une fois que c'est dans la nature. Ces PFAS ont une particularité supplémentaire, c'est qu'elles sont dangereuses pour la santé humaine. À quel point elles sont dangereuses, dans quelles circonstances, pour qui, c'est encore assez flou. Donc ça, on manque encore de données scientifiques. Par contre, les données scientifiques sont très précises sur le fait que ces PFAS sont très très dangereuses. Il y a eu un très très bon rapport qui fait référence maintenant sur les PFAS et qui aujourd'hui est utilisé comme base scientifique pour quand on essaye d'estimer l'impact des PFAS sur la nature, et aussi ce que ça coûte en fait. Comme les dangers, une fois que c'est dans la nature, une fois que ça a affecté les corps, ça coûte forcément des sous. Ce rapport s'appelle The Cost of Inaction. Ça a été réalisé par the Council of Nordic Ministers, le Conseil des ministres nordiques. Et ce rapport précise que les PFAS ont des influences très fortes, notamment sur le système immunitaire. Même à très faible dose, on peut avoir une baisse du système immunitaire, ça veut dire qu'on tombe malade plus souvent. Ça peut entraîner des maladies liées à la thyroïde, ça favorise aussi potentiellement, donc ça on est sûr, ça favorise aussi les cancers des reins et des testicules. Ça a un impact aussi sur les hormones, et notamment pendant la grossesse, ça peut faire des fœtus beaucoup plus petits, beaucoup plus faibles. Donc vous voyez bien qu'on ne parle pas non plus de substances anodines. Ça, on a déjà fait le lien entre on ne sait pas encore le PFAS et les gens. Et les gens, et la santé sur les humains, ça on le sait. On ne sait pas encore pourquoi dans certains cas ça déclenche et pourquoi dans certains cas ça déclenche pas. On n'a pas encore de baromètre précis sur la mesure, etc. Mais on sait qu'une exposition accrue au PFAS entraîne des conséquences néfastes sur l'environnement forcément, puisque ce sont des polluants chimiques, et sur la santé humaine. On nous demande pourquoi on l'utilise partout. Eh bien parce que c'est très pratique. On l'utilise aussi, ça je voulais vous dire, c'est un exemple qui m'était sorti de la tête. On l'utilise aussi pour tout ce qui est vêtements imperméables. Ouais.
Donc voilà, on l'utilise, j'avais dit, pour éviter que les choses attachent, on évite pour le revêtement, on l'utilise aussi dans les mousses à incendie, on l'utilisait dans les mousses à incendie pour les pompiers par exemple. C'est vraiment des composés chimiques, il y en a beaucoup, 4000, vous vous rendez bien compte que c'est énorme l'usage, mais on l'utilise vraiment partout. Et on ne sait pas encore à partir de quelle quantité ça devient dangereux. Effectivement, ouais. On sait qu'il y a un lien de cause à effet, mais on ne sait pas encore l'échelle de ce lien de cause à effet. Il y a des normes. Mais justement, on va y venir, les normes. Ça se ressent dans les normes où il y a des grosses différences en fonction des pays. C'est ça. Alors, pour les chiffres, on y viendra juste après. Je vais juste vous assommer vite fait 2 secondes, puisque le rapport dont je vous parlais, la The Cost of Inaction, me donne quand même quelques chiffres sur les impacts économiques de cette pollution et de cet impact négatif sur la santé. Le rapport, c'est grosse fourchette. Le rapport estime entre les dommages économiques sur la santé entre 52 et 84 milliards d'euros sur la période 2011-2050. Le rapport estime entre 4,6 millions et 11 milliards d'euros les dommages sur l'environnement sur un an. Ah ouais. On parle quand même de gros chiffres. On sait depuis quand ça existe ? Les PFAS, en fait, il y a des entreprises qui l'utilisent depuis très longtemps. Ouais. C'est né en même temps que la grande industrie chimique. Donc par exemple, en France, il y a des industries qui s'en servaient déjà dans les années 70. Ouais, okay. Et les chiffres qu'on a qui remontent le plus loin, on s'intéresse vraiment à leur impact. Moi, là au plus loin où on est remonté, c'est 2009. Certains scientifiques français du CNRS s'y intéressaient déjà en 200009. Il y avait un rapport en 76, j'avais lu Oui, en fait, ça c'était des rapports internes aux entreprises qui, quand ils faisaient les tests sur les rats et sur les singes, préconisaient de regarder ces substances comme étant des substances toxiques. Donc eux le savaient, mais depuis les années 70. Depuis les années 70, ouais. Et on aurait tous des traces dans le sang en quantité différente. Ouais, ça, on en parlera quand on s'intéressera un peu à ce qui s'est vraiment passé en Belgique. Et justement, pourquoi est-ce que je vous parle de substances chimiques, de pollueurs éternels ? C'est parce qu'il s'est passé un truc, pour ceux qui ont la ref, ça s'est passé près de chez vous. Voilà, je voulais. Bon. Voilà. Les cinéphiles auront la ref, mais bon. C'est ça. Je vais reprendre une chronologie rapide de l'affaire. On revient en 2018. Ok. La base américaine qui se trouve à Chièvre, à côté de Hatt, dans le Hainaut, transmet un courriel au gouvernement wallon en disant qu'ils avaient relevé des quantités de PFAS élevées dans leur eau potable. Au service public wallon, c'est ça ? Au service public wallon, ouais. Ou au SPW pour les intimes. SPW, service public wallon. La quantité qu'ils avaient retrouvée dans leur eau potable était 87 nanogrammes par litre. Retenez bien ces chiffres, vous allez voir. Il y aura un chiffre qui va revenir après. Et par conséquent, les Américains ont interdit à leurs soldats américains de boire de l'eau du robinet. Ils ont commencé à distribuer des bouteilles d'eau aux soldats américains. Dans le chat, c'est 87 nanogrammes par litre, pas 47. 87. Je vois que ça s'est affiché comme ça, c'est 87 nanogrammes par litre. À savoir que la norme américaine sur les PFAS est de 4 nanogrammes par litre, ça. Donc c'est évidemment bien supérieur à la norme aux États-Unis. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils boivent de l'eau. C'est ça, c'est pour ça qu'ils ont distribué, puisque l'administration publique wallonne a répondu qu'il n'y avait pas de souci. Il n'y a pas de souci qu'ils pouvaient la boire. Attends, je continue ma petite chronologie, parce que sinon la chronique va vraiment durer 1 heure. En 2021, éclate un autre gros scandale en Flandre sur l'entreprise 3M. Peut-être que ça vous dit rien, mais c'est eux qui font les post-it, les grands tableaux, les trucs comme ça. Vous l'avez d'office vu. C'est ça, de 3M, vous en avez vu, puisqu'il y a un gros scandale où pareil, on a appris, grâce à un lanceur d'alerte, que l'entreprise rejetait des PFAS en quantité astronomique dans la nature et que certains habitants avaient été contaminés. Suite à ce scandale, on a forcément interrogé la ministre de l'Environnement wallon qui s'appelle Céline Tellier et qui s'est montrée tout de suite rassurante en disant qu'en Wallonie il n'y avait pas de souci, que que les eaux potables respectaient les normes, etc. Oui, après voilà, c'est la norme. C'est ça, et voilà. Et on parle des citoyens, ça c'est une autre question. On parle de la norme depuis l'administration wallonne avait dit notre eau respecte la norme. La ministre rétorquait la même chose, notre eau respecte la norme. Et de quelle norme on parle ? On parle d'une norme européenne, une directive européenne qui va entrer en vigueur en 2026 et qui fixe le taux maximal de PFAS dans l'eau à
100 nanogrammes par litre. Voilà, ça va être un peu la valeur cardinale à laquelle les journalistes de la RTBF vont se référer dans leur enquête. Mais il faut savoir, comme tu précisais Aline tout à l'heure, que c'est une norme qui n'a pas une foi scientifique pure et dure, puisque certains pays ont décidé d'abaisser cette norme. Donc les États-Unis effectivement considèrent que c'est dangereux au-dessus de 4 nanogrammes par litre, et le Danemark est même même descendu plutôt à 2 nanogrammes par litre. Donc vous voyez bien que quand on parle de 100 nanogrammes par litre, qu'on va considérer comme la norme à partir de maintenant, c'est ça qu'on va appeler la norme, et on est bien au-dessus de on est bien au-dessus de certains trucs. On fast-forward un peu jusque maintenant, puisque ma chronologie va être un peu accélérée. Je voudrais vraiment parler d'un autre cas qui s'est passé en France après, voir les comparaisons entre ce qui s'est passé ici et ce qui s'est passé en France. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il s'est passé que un reportage de la RTBF qui est paru mercredi dernier, donc le 8 novembre, a fait des relevés, s'est procuré des documents dans beaucoup de points de prélèvement en Wallonie, à proximité d'entreprises et d'industries qui relâchaient du PFAS dans la nature, et leurs conclusions sont alarmantes. Vraiment, c'est moins qu'on puisse dire, c'est vraiment alarmant. Je vais vous en donner quelques-unes. Je retrouve juste ma feuille pour être sûr de ne pas me tromper. Ouais. Donc, dans le Puy de Chièvre, là où il y avait la base américaine, je vous ai dit, du coup, on était autour de 87 nanogrammes par litre en 2018, mais on est monté à presque 200 voire 300 nanogrammes par litre à partir de 2021, donc 2 à 3 fois supérieur à la future norme européenne qui va entrer en vigueur en 2026. Ok. Il faut se dire que ce puits, il alimentait un château d'eau pour 14 000 12 000 personnes. 12 000 personnes réparties sur une dizaine. 12 000 personnes, foyers. Sur 4 ou 5 communes. 12 000 personnes, 12 000 foyers, je crois, ou 12 000 personnes. Il me semble que c'est 12 000 personnes réparties sur une dizaine de communes. Et donc c'est pas la seule. On parle aussi beaucoup en ce moment de la commune de Ronquière, à côté de Braine-le-Comte, où les relevés montent à 97 nanogrammes par litre, donc juste à la frontière avec la fameuse norme. Mais c'est rien comparé à d'autres endroits en Wallonie, par exemple à Féluy, près de la commune d'Écosine. Féluy, j'ai dit quoi ? Féluy. Ah non. Féluy, pardon. À côté de la station d'une industrie Total Chemicals, figurez-vous, nos chers amis de chez Total, des relevés ont été faits avec 500 nanogrammes de PFAS par litre. 5 fois plus. 5 fois plus, mais ce n'est rien comparé à... toujours plus. Toujours plus, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Ce n'est rien comparé à ce qui se passe près de l'industrie Comet Sambre à Ennuyères, où là, le taux de PFAS... c'est ça, je fais un petit tour en plus. Où là, le taux de PFAS, enfin les PFAS par litre, le taux de PFAS par litre est monté à 30 fois la norme environnementale, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé après ça, forcément? C'est la question quand même, qu'est-ce qui s'est passé une fois que l'enquête est sortie, quelle a été la réponse du politique? Et on peut qualifier ces derniers jours de micmac, pour rester poli. Ou de Capharnaüm, pour rester poli, puisque les députés wallons de l'opposition ont forcément interpellé la ministre Céline Tellier à ce sujet. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique, puisque ce n'est pas vraiment le sujet de cette chronique, et puis parce que c'est très très long, mais il y a eu pas mal de moments où la ministre ou le cabinet de la ministre en tout cas, a été mis au courant. À la suite de la révélation de la RTBF, un collaborateur du cabinet de la ministre Céline Tellier a été discrètement limogé, mais juste sachez qu'effectivement les alarmes ont été sonnées depuis au moins 2018, au moment où la base américaine a transmis les informations à l'administration wallonne, et plusieurs fois depuis. Il y a eu un rapport d'un député du PTB, Jory Dupont, qui a aussi publié et transmis au cabinet de la ministre une étude américaine qui relevait que c'était très dangereux. Il y a eu des courriers de la part de l'homologue de Céline Tellier en Flandre, qui s'appelle Zoual Demir, qui est ministre de l'Environnement là-bas, en précisant que de l'eau dans les communes flamandes, où les communes flamandes importaient de l'eau Wallonie, avaient été détectées au PFAS. La ministre se défend en disant qu'elle se référait à la norme et que si jamais
il y a eu contamination, c'était pas supérieur à la norme européenne en vigueur, et que pour certains courriers, elle nie avoir été mis au courant et que ça n'était pas remonté jusqu'à elle directement. Il va continuer à avoir des enquêtes parlementaires et des enquêtes tout court là-dessus, donc je voulais pas m'étendre trop dessus, sauf si Dari tu voulais rebondir vite fait. Non mais du coup, tout le monde est un peu au courant de cette histoire. Ouais. Enfin, en tout cas, tout le monde se planque derrière cette norme qui n'est toujours pas en vigueur. Parce que la société wallonne des eaux, donc qui gère un peu la distribution des eaux, c'est ça dans le documentaire, le porte-parole s'exprimait, et lui se réfugiait vraiment derrière cette norme en disant qu'il ne pouvait pas y avoir dissimulation puisque toute l'eau correspondait à la norme et que par conséquent il n'y avait rien à dissimuler. En fait. Pour l'instant, c'est pas illégal. Il n'y a pas de norme en Wallonie, sauf depuis la révélation de cette affaire. Il y a des normes internes à genre 6 ou 15 sociétés, un truc comme ça. Mais pas en Wallonie. Si, mais pas du tout assez. Donc en interne, il y a des sociétés qui, eux, se disent on va pas rejeter tant que ça. Mais c'est pas du tout assez et il faut une législation. Il n'y a pas une législation homogène, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas un truc... et je voyais dans le chat, Margot disait que les bourgmestres étaient au courant, pas tout de suite. Les bourgmestres disaient dans le reportage de l'RTBF qu'ils n'avaient pas été mis au courant tout de suite et que s'ils l'avaient fait, notamment à Chièvres, s'ils avaient été au courant, il aurait prévenu la population. Mais oui, le gros scandale, c'est que, en fait, depuis 2018, les gens ne savaient pas qu'ils buvaient de l'eau contaminée, parce que là, on a beaucoup parlé d'eau potable, mais il faut savoir que les PFAS se retrouvent partout, dans la nature, et notamment dans l'alimentation, avec, si vous arrosez vos légumes du jardin avec de l'eau infectée au PFAS, et vos légumes auront du PFAS, c'est pareil pour les œufs, effectivement. Et... en fait, cette affaire, moi, ça m'a rappelé un truc que j'avais suivi de loin en loin en France. Et ça tombe bien, puisque c'est là où j'étais en vacances. Pour ça que j'étais pas là à la dernière émission, c'est que j'étais en vacances là-bas. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement similaire dans la vallée de la Chimie à Lyon, dans le sud de la métropole de Lyon, avec l'entreprise Arkema. Est-ce que vous aviez entendu parler de ça ? Arkema, qui est aussi un géant de la chimie en France, qui fait l'objet maintenant d'une enquête. Les patrons ont comparu devant le juge d'application des peines en septembre, puisque des analyses ont été faites dans le Rhône, donc qui est quand même un des fleuves principaux de France. Et là, accrochez-vous bien, on a parlé de 6 fois plus que la norme européenne, on a parlé de 30 fois plus que la norme européenne, mais là, les derniers prélèvements dans le Rhône montraient une concentration de PFAS à 279 933 nanogrammes par litre. Dans la vallée de la chimie, c'est ça? Dans la vallée de la chimie, ouais, c'est ça. Donc, si vous êtes passé par là-bas, si vous allez dans le sud de la France et vous passez par le périph' de Lyon, vous voyez forcément, c'est des usines immenses. Il y a la tour de Faisin là-bas où on crame les pneus en plastique. Et on voit, mais même pas. Du coup, on va parler de ça. Et on voit des grandes flammes d'industrie encore, ça donne pas envie. En vrai, la vallée de la chimie, c'est un truc assez lugubre. Et pour avoir un peu plus d'informations, puisque à la fin du reportage, moi ce qui m'a marqué, c'est que les habitants contactés par les journalistes qui ont été infectés, qui avaient dans leur sang des traces de PFAS, et parfois des traces en quantité tellement importante que les médecins leur préconisaient de changer leur mode de vie, de ne plus consommer d'eau du robinet, de ne plus consommer de légumes du jardin, d'arrêter de consommer des œufs. Ces gens-là, qui ont été terrifiés, on les comprend, ils veulent aussi commencer à se battre et à se regrouper. Et comme ça fait un peu plus longtemps qu'on parle d'Arkema, je voulais savoir comment c'était passé pour les riverains de cette commune. Et Arkema est situé sur la commune de Pierre-Bénite, qui se trouve dans le sud de Lyon. Et j'ai contacté le président de l'association Bien Vivre à Pierre-Bénite, monsieur Thierry Bonib, qui m'a très gentiment répondu et qui m'a expliqué un peu comment ça s'était passé pour eux, comment ils avaient réussi à s'organiser. Et en fait, à travers cet exemple-là, je trouve qu'on va pouvoir un peu comprendre ce qui attend les riverains wallons à force, si jamais ils veulent obtenir une compensation, s'ils veulent faire arrêter des choses. Et les deux affaires sont tellement similaires, même le début en fait est pareil, c'est-à-dire que c'est un reportage de France 5 qui a mis le doigt sur cette pollution au PFAS. Il a fallu que des habitants se fassent tester le sang volontairement
pour que les choses se bougent au niveau des ARS, donc les agences régionales de santé. En France, c'est ça qui gère un peu la politique de santé par région, et que les communautés de communes aussi se bougent. Il a fallu un travail journalistique. Il a fallu aussi que les habitants montent au créneau. Ils sont réunis en comité. Ils ont fait appel à des scientifiques. Ils ont fait appel à des spécialistes du droit de l'environnement. Et au début, les communes étaient un peu comme en Wallonie. En fait, un peu comme en Wallonie, c'était un peu tout le monde jouait le temps, regardait un peu ce qui allait se passer, ne faisait pas beaucoup de commentaires. Et là, c'est pareil, il a fallu vraiment que les citoyens se mobilisent pour que les communes les suivent. Et au final, il y a plus de 38 communes autour dans cette région qui sont mobilisées, avec notamment en plus le soutien d'une ONG qui s'appelle, pas d'une ONG, mais d'un collectif qui s'appelle Notre Affaire à tous, qui était déjà engagé en procès avec d'autres industries de la région. Et ce qui est très frappant aussi dans l'exemple d'Arkema, c'est que il y avait aussi eu le même silence politique un peu. Ça s'était renvoyé la balle. Et ce qu'on voit aussi, ce qui s'est vu en Wallonie, c'est la force de frappe des lobbyistes et notamment du lobby de la chimie. Ouais, c'est ça. Là, je vous donne juste un exemple. Le député, donc Cyril Isaac Sibyl, qui était député dans cette circonscription du Rhône, au début a soutenu les associations de riverains, et les communes. Et en quelques jours de temps, il a complètement changé de discours, changé de cap en disant qu'il était contre la régulation des PFAS, puisque ça nuisait à l'industrie, ça nuisait à l'entrepreneuriat dans la région du Rhône, etc. Ça coupait l'herbe sous le pied, c'était mauvais pour le business. Et depuis, il a été nommé directeur d'une étude par le Premier ministre sur l'impact des PFAS. Donc c'est pour vous dire un peu quand même le poids la force des lobbyistes. Et justement, avec le fait d'avoir mis une norme européenne à 100, c'est ça montre un peu le truc. Et justement, je voulais finir là-dessus, ce dernier chapitre-là, sur le fait que ces industries chimiques, si la régulation avance aussi lentement et est aussi peu ambitieuse, c'est aussi à cause de ça. Il y a notamment un lobby européen qui s'appelle le CEFIC, le European Chemical Industry Council. Et en fait, derrière ce nom un peu sympathique, se retrouvent tous les géants de la chimie européenne. Donc Arkema, donc 3M, donc Bayer, donc Total n'est pas dedans, je crois. Il y en a d'autres, mais il y en a vraiment plein. Ce lobby possède 72 lobbyistes à son actif, 59 laissés passer au Parlement européen, c'est-à-dire qu'il y a 59 personnes qui peuvent les faire. Littéralement une armée c'est ça. Leur budget fluctue entre 13 et 15 millions d'euros par an pour pouvoir promouvoir et ils utilisent des arguments que reprennent beaucoup les politiques, notamment ce député-là, c'est-à-dire on n'est pas sûr que ce soit dangereux. On n'est pas, comme là encore, je vous ai dit au tout début, il y a encore des progrès scientifiques à faire. Ils jouent à fond là-dessus. Il n'y a pas assez de gens testés. C'est ça, il n'y a pas assez de gens testés. Il y a beaucoup de molécules différentes. Ils disent oui, mais certaines molécules comme celle-ci et pas comme celle-là. Là, on peut regarder celle-ci. Et même leur vocation à ce truc-là, c'est d'obtenir une dérogation pour tous les PFAS illimités dans le temps. Ouais. Ça, c'est vraiment leur ordre de bataille. C'est vraiment ce truc-là, ce qu'ils veulent faire avancer. Et ça rappelle un peu, et ça, c'est des spécialistes des lobbies au Parlement européen qui rappelaient un peu ça. Ça rappelle un peu ce qu'avait fait l'industrie du tabac dans son temps, dans les années 80, où Philip Morris, par exemple, payait des études scientifiques pour euphémiser un peu les effets nocifs sur la santé. Là, on retrouve dire que le tabac était bon. C'est ça. On se souvient des pubs où on recommandait de fumer aux femmes enceintes. Ça se passe un peu comme ça. Et c'est aussi comme ça que finissait le reportage de la RTBF. Avec le tabagisme. Pas vraiment là-dessus, mais sur ce fait que les citoyens à côté, leur santé ne valait rien. Et on terminait sur le témoignage d'une dame qui vivait à 200 mètres à vol d'oiseau de Total Chemicals, qui disait mais en fait, on a l'impression que nos vies à nous ne valent rien comparé au profit de ces géants, puisque en 50 ans,
alors que tout le monde le savait, alors que les études scientifiques sont faites dessus. Les chercheurs, il y a une chercheuse de l'ULiège qui disait qu'ils avaient toujours besoin de financement pour avancer les recherches, mais qu'il y avait déjà un consensus scientifique. Donc les arguments des industries de la chimie étaient fallacieux. Il y a déjà des consensus, on pourrait se baser sur ces consensus pour avoir une régulation ambitieuse. On a déjà tous les chiffres. Là il y a des nouveaux chiffres, des nouveaux indicateurs et tout ça, alors que non, on a déjà tout pour légiférer et faire avancer l'histoire. Donc voilà, donc il va y avoir des conséquences politiques, mais en tout cas, voilà, ces affaires sont amenées à se populariser puisque ça s'est vu, les citoyens en ont marre, les citoyens commencent à avoir des résultats. C'est aussi pour ça que je voulais prendre l'exemple d'Arkema, c'est que ça fonctionne. Les présidents sont parus devant le tribunal en septembre. Il va y avoir des suites et ça peut marcher aussi pour les riverains. Voilà. Je suis désolé, j'ai complètement dépassé mon temps, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. T'as pas encore parlé des filtres. Pour les gros yeux. Ouais, c'est bon. Désolé, et merci de m'avoir écouté, et j'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser à ça. Mais allez voir leur reportage, c'est hyper intéressant. C'est 1h30, mais c'est vraiment très bien fait, très bien vulgarisé, franchement, allez-y. Parce que là, il y a encore, tu vois, il y a tout ce côté aussi charbon, des filtres, et tout ça qu'ils utilisent, qui n'est pas encore sûr aussi. Enfin bref, c'est encore beaucoup plus effleurer le sujet. C'est ça, on voulait juste vous donner un panorama. Merci, on se retrouve juste après pour la suite. Super.